Bienvenue à une nouvelle leçon pour le cours pour programmeurs en Java. Ce cours est intitulé, ou cette leçon est intitulée « Le scénario de référence ». Alors sans plus tarder, le menu de cette leçon-là. Alors nous allons voir un petit peu en détail la machine virtuelle Java. Nous allons parler du bytecode et puis le format des fichiers .class. Alors maintenant, on peut se rappeler au niveau de la machine virtuelle Java, on a bien expliqué tout à fait au niveau du premier chapitre ou de la première leçon que la machine virtuelle Java était indispensable pour rendre un programme portable sur n'importe quelle plateforme. On va le voir beaucoup plus en détail tout de suite. La machine virtuelle Java. Alors, la machine virtuelle Java a été conçue, et là je rappelle un petit peu l'historique, c'est qu'au niveau des années 1991, il y a des chercheurs de Sun qui voulaient bien sûr programmer un petit programme ou préparer un petit programme pour pouvoir bien sûr attaquer quelques petites machines pour des commutateurs de télévision. Alors maintenant, ils ont pensé à conceptionner un programme qui pouvait tourner sur plusieurs plateformes. Alors la seule solution qui pouvait bien sûr leur permettre de faire tourner un programme sur plusieurs plateformes, c'est de créer une machine virtuelle qui allait compiler. Parce qu'en principe, pour pouvoir compiler un programme, il faut absolument avoir recours aux composants de la machine, à savoir le microprocesseur, les mémoires, les bus et ainsi de suite. Alors maintenant, si vous voulez avoir un programme qui allait tourner sur plusieurs plateformes, il faut avoir une connaissance exacte de toutes les plateformes, tous les systèmes d'exploitation, tous les microprocesseurs pour pouvoir faire compiler ce programme. Alors pour éviter tout ça, Sun ou les ingénieurs de Sun ont créé ce qu'on appelle la virtuelle machine virtuelle, qui allait procéder à la compilation du programme indépendamment de la configuration ou de la plateforme sur laquelle elle tourne. Donc ce qu'on appelait les concepts à la base de Java. Il y a des spécifications abstraites, et ça on va le voir. L'architecture et instruction 7, au niveau, bien sûr, de la machine virtuelle, vous avez des instructions spécifiques au niveau de cette machine-là. Et on va les voir beaucoup plus en détail. Non liées à une plateforme, c'est ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire que vous pouvez, bien sûr, compiler votre programme au niveau de n'importe quelle machine ou sur n'importe quel système d'exploitation. Interpréteur ou compilateur, là, ça va être les deux, puisque ça va être compilé, c'est la machine virtuelle qui allait compiler le programme, et bien sûr, ce programme peut être interprété sur n'importe quelle plateforme ou avec n'importe quel système d'exploitation. Implémentation S/W ou H/W, ce sont des implémentations qui allaient amener un plus au niveau de votre programmation. Alors maintenant, pour pouvoir vous expliquer tout de suite, avant de passer à la machine à pile les stacks, on va prendre un schéma pour vous expliquer un petit peu la conception de la machine virtuelle. Alors je suppose que vous avez votre programme en Java. Donc c'est un programme, c'est une liste d'instructions. Et ce programme-là, vous pouvez bien sûr éventuellement le développer au niveau d'un bloc-notes si vous voulez. Sauf au niveau de l'enregistrement, il faut absolument lui donner une extension .java. Alors, programme avec une extension .java. Alors, il va être compilé, donc c'est la compilation. Il va être compilé par la machine virtuelle, la JVM. Java Virtual Machine. Alors, Java Virtual Machine, ce n'est pas une machine. C'est un programme qui allait compiler votre programme. Donc, c'est une machine qui est virtuelle et qui appartient à Java. Et du fait qu'elle appartient à Java, ça veut dire qu'elle peut être compilée au niveau de n'importe quelle plateforme ou système d'exploitation. Alors, une fois elle passe par la machine virtuelle, automatiquement, on a un programme, le même programme, mais avec une extension .class. Alors, ce programme qui est une extension .class, et là, bien sûr, c'est un programme qui contient ce qu'on appelle du bytecode. Alors, ce bytecode, c'est un code qui est lisible sur toutes les plateformes, ainsi que tous les systèmes d'exploitation. Alors, une fois que vous avez ce programme-là, .class, vous pouvez l'exécuter sur toutes les plateformes que vous voulez, à savoir Windows, Unix,
Linux. Alors, OS pour Macintosh. Et ainsi de suite. Alors, toujours est-il, une fois que vous avez compilé votre programme, vous pouvez l'exécuter sur toutes les plateformes que vous voulez. Et lorsqu'on parle de plateforme, on parle au niveau système d'exploitation et au niveau matériel aussi. Vous pouvez l'utiliser sur une machine qui contient par exemple un microprocesseur Intel, comme vous pouvez l'utiliser sur une machine qui utilise un microprocesseur Motorola, comme les Macintosh. Mais aussi avec des systèmes d'exploitation. Comme vous devez le savoir, il existe plusieurs systèmes d'exploitation sur le marché, à savoir Windows, Linux, Unix, OS2, Solaris et ainsi de suite. Alors ces systèmes d'exploitation ont un langage bien précis. Alors maintenant, lorsque vous avez compilé votre programme et que vous avez désormais un fichier qui est une extension .class, ce fichier peut automatiquement être interprété et exécuté au niveau de la machine réelle cette fois-ci. Et là, c'est un très grand avantage que vous avez au niveau, bien sûr, de votre machine virtuelle. Alors revenons maintenant à notre écran là. Alors, une machine virtuelle, c'est une machine à pile, c'est ça, ce qu'on appelle les stacks. D'accord? Et on va expliquer un petit peu plus tard ce que c'est qu'une pile. Elle supporte les objets. Donc, la machine virtuelle supporte les objets. Comme vous devez le savoir, Java reste un langage de programmation qui est orienté objets. Donc, automatiquement, lorsque vous allez déclarer des objets appartenant à des classes bien précises, automatiquement, la JVM, la Java Virtual Machine, les acceptera sans problème. Exécute les fichiers .class. Alors, automatiquement, la Java Virtual Machine, une fois que vous avez compilé votre programme ou votre projet qui a une extension .java tout à fait au début, une fois compilé, il devient le même nom, mais avec une extension .class. Alors, cette extension .class peut être exécutée avec la virtual machine sur n'importe quelle plateforme. Et ça, c'est très important. Alors, opère sur deux genres de types, primitif et puis référence. C'est-à-dire qu'au niveau de la machine virtuelle, elle opère sur deux types. Lorsque je dis type, il y a deux types de types, c'est-à-dire que vous avez les types primitifs, les integers, les entiers, les réels, les booléens et ainsi de suite. Et vous avez les types de références qui font référence à une classe, à des tableaux, à des vecteurs et ainsi de suite. Donc la machine, la JVM, c'est-à-dire la machine virtuelle Java, accepte sans problème les deux types et l'opère sur les deux genres de types. Supporte les threads. Alors là, je vais m'arrêter un petit peu pour vous expliquer un petit peu ce que c'est qu'un thread. Alors un thread, c'est quoi? Un thread, ce sont la division des tâches en plusieurs tâches instantanées. Et pour pouvoir expliquer ça correctement, moi je prends un exemple d'un petit programme, par exemple, qui va faire rebondir une balle 1000 fois, par exemple. Alors maintenant, si par exemple, ce programme-là était amené à être planté, imaginez-vous le désagrément que vous allez avoir. Alors là, c'est un problème. Alors maintenant, au lieu, parce que vous avez une boucle, et pour pouvoir l'arrêter, il faut absolument que la boucle soit achevée. Une boucle de 0 à 1000, ça prendra énormément de temps. Alors ça prendra autant de temps pour qu'elle soit terminée, pour que, que la machine, bien sûr, ou que le programme puisse s'arrêter. Et ça porte vraiment un désagrément au niveau du comportement de votre programme. Alors maintenant, si on divisait ce programme en plusieurs threads, c'est-à-dire que au lieu de faire par exemple une boucle à 1000, on va faire une boucle à 10 ou à 100 par exemple et utiliser plusieurs threads. C'est ce qu'on appelle le multitâche. Et automatiquement maintenant, lorsque la machine ou le programme serait amené à être planté, il ne plantera bien sûr que la séquence où il travaille. Et on ne devra pas attendre, bien sûr, à ce qu'il termine la boucle de 1000 pour pouvoir terminer. Là aussi, une chose très importante, et là c'est une chose qui est très courante, si par exemple vous êtes amené à télécharger une image. Par exemple, maintenant, une image téléchargée sur Internet, dès que par exemple on voit l'image, je ne suis pas intéressé par l'image, et je voudrais arrêter le téléchargement. D'accord? Alors maintenant, si cette image elle était programmée, ou le téléchargement de l'image est programmé selon les threads, automatiquement lorsque vous arrêtez, elle s'arrêtera sans problème. Mais maintenant, si elle n'est pas programmée sous forme de thread, par exemple, automatiquement,
vous devez attendre le temps nécessaire pour que l'image soit chargée avant de pouvoir arrêter. Et là, c'est une chose qui est très importante. Alors maintenant, ce qu'il faut retenir au niveau des threads, alors pour éviter ce genre de désagrément au niveau des threads, on sépare les programmes en plusieurs tâches simultanées. Chacune doit être placée dans une méthode qu'on appelle run, par exemple, d'une classe qui entend thread. Et là, c'est ce qu'il faut retenir. Alors encore une fois, les threads, c'est ce qu'on appelle le multitâche. Et là, c'est le fait de pouvoir diviser votre procédure, votre programme en plusieurs petites procédures pour pouvoir, bien sûr, en cas de problème, pouvoir le résoudre correctement. Alors, on revient maintenant aux types primitifs. Alors, les types primitifs, ce sont les types que vous connaissez. Vous, programmeurs, par exemple, lorsque vous êtes amené à déclarer, par exemple, une variable, vous êtes obligé de la faire déclarer soit en variable entière, soit en variable réelle, soit en variable booléenne, et ainsi de suite, ce qu'on appelle les types primitifs. Alors, la JVM, la Java Virtual Machine, accepte les types primitifs. Alors, comme type primitif, vous avez les bytes, qui occupent 8 bits au niveau de la mémoire. Vous avez les shorts, qui utilisent 16 bits, et vous avez les integers, ou le int, qui utilise les 32 bits. Alors, en fait, les trois types-là déclarent des types entiers. Alors, comme vous devez le savoir, un très bon programmeur, c'est quelqu'un qui sache gérer, qui sait gérer, par exemple, sa mémoire correctement. Parce que maintenant, si on commence à déclarer les variables comme vous voulez, vous risquez d'avoir un problème au niveau de votre mémoire. Alors, un bon programmeur doit savoir gérer sa mémoire correctement. Alors maintenant, si vous voulez déclarer, par exemple, une variable qui va être d'une variable entière, mais qui va être, par exemple, occupée par des chiffres qui ne dépasseront pas les 126, par exemple, autant utiliser le type byte. Alors maintenant, si vous n'êtes pas sûr et que vous allez dépasser peut-être les 126 ou 127, on passera au type short. Sinon, maintenant, si vous n'êtes pas sûr et que ça peut prendre énormément de caractères ou de chiffres, par exemple, vous devez bien sûr le déclarer en int. Et c'est très important. Alors maintenant, si on revoit la majorité des programmeurs et si on jette un coup d'œil au niveau de leur programme, on va s'apercevoir que toutes les déclarations se font avec le type int. Et ça, c'est une chose qui reste très importante. Le type long, là aussi, c'est pour désigner les integers, mais avec un 64 bits. Alors, vous avez le type primitif char. Ce type primitif est déclaré lorsque vous avez besoin d'utiliser une chaîne de caractères. Un caractère ou une chaîne de caractères. Si vous voulez utiliser un caractère, vous l'utiliserez en tant que char. Si vous voulez utiliser une chaîne de caractères, vous l'utiliserez en tant que char avec des accolades et le nombre de caractères qui allont bien sûr constituer le mot que vous voulez. Alors, tout dépend bien sûr de votre déclaration. C'est très important. Alors, float. Alors, float, c'est lorsque vous avez besoin de travailler avec des décimales. Alors, lorsque vous avez avec des virgules, des chiffres avec des virgules, on utilise le float qui utilise du 32 bits. Le double, là aussi, c'est pour pouvoir utiliser des chiffres réels, si vous voulez, mais avec une quantité plus importante en matière d'exposants et ainsi de suite. Le booléen, c'est le type true ou false. Là aussi, c'est un type primitif et qui est souvent utilisé. Alors, type référence. Alors, comme je viens d'expliquer, en principe, la JVM, la Java Virtual Machine, opère sur deux genres de types, le type primitif et le type référence. Les types primitifs, c'est ce qu'on vient de déclarer tout de suite, ce sont les integers, les booléens et ainsi de suite. Alors que maintenant, vous avez un autre type avec lequel peut travailler la JVM. C'est ce qu'on appelle le type référence. Alors, le type référence, effectivement, c'est des types qui font référence à des choses déjà existantes. Par exemple, les classes. Alors, les classes, comme on l'a vu précédemment, c'est des programmes qui ont été prêts pour nous, prêts à l'emploi. Et puisque nous sommes orientés objets, on ne se préoccupe nullement de la conception de ces programmes, mais de ce que font ces programmes-là. Les vecteurs, les tableaux, là aussi pour faire des tableaux, donc on fait référence bien sûr à des commandes bien précises pour pouvoir déclarer les tableaux. Et là aussi ce qu'on appelle bien sûr des types références. Les interfaces, et puis les références nulles.
Autrement dit, vous avez les 4 types références avec lesquels peut travailler une Java Virtual Machine. L'architecture maintenant. Alors, pour chaque thread, alors on a expliqué tout à l'heure ce que c'était un thread. Un thread, c'est le fait de travailler en multitâche. Et rappelons-nous l'exemple qu'on avait donné de la boucle pour pouvoir faire, par exemple, rebondir un ballon. Alors la boucle était de 0 à 1000. Si la machine était amenée à être plantée, automatiquement, on va perdre énormément de temps pour la faire arrêter. Il faut arrêter, bien sûr, il faut attendre la fin de la boucle à 1000. Alors maintenant, en la divisant en plus petites parties, en plusieurs threads, en décomposant en plusieurs threads, automatiquement, on gagne beaucoup plus en souplesse. Et au niveau de, si jamais par exemple votre machine plante, on pourra éventuellement l'arrêter rapidement. Alors pour chaque thread, nous avons un compteur de programme. Donc il y a un compteur de programme pour chaque thread. Nous avons une pile des opérateurs correspondante à chaque thread. C'est ce qui fait maintenant la modularité de l'exécution. Alors qu'est-ce qu'il y a en commun? Nous avons les heaps qui sont en commun, on va les expliquer beaucoup plus tard. Nous avons l'aire des méthodes. Et l'aire des constantes, c'est le fait d'utiliser bien sûr des méthodes appartenant à des classes bien précises, et ça, on peut le faire en commun. Alors, vous avez aussi la possibilité, au niveau de l'architecture, de travailler avec des frames. Alors, toujours est-il, on peut travailler en thread, en commun ou en frame. Le bytecode. Alors, le bytecode, c'est le code qui est généré après avoir compilé votre programme. Alors rappelons-nous, un programme qui est écrit sur un éditeur bien précis ou sur le notepad si vous voulez est compilé avec un programme Java et automatiquement on obtient un fichier avec une extension classe. Ce fichier qui est une extension classe, c'est un fichier qui contient du bytecode qui est bien sûr exécuté sur n'importe quel type de plateforme. On va le voir beaucoup plus en détail. Alors, le bytecode, c'est le langage machine de la Java Virtual Machine. C'est-à-dire que lorsque vous compilez un programme, automatiquement, il sera généré en bytecode. Et ce bytecode reste un programme normalisé puisqu'il va être utilisé avec plusieurs plateformes, systèmes d'exploitation ou bien sûr microprocesseurs. Intermédiaire entre le source Java et plateforme physique, effectivement. Puisqu'on a dit que le Java était portable sur plusieurs plateformes, alors le bytecode sera l'intermédiaire entre le programme qui a été tout à fait au début préparé et bien sûr l'exécution sur une plateforme donnée. C'est un ensemble d'instructions, le bytecode, et on va les voir tout de suite. C'est un ensemble d'instructions, qui sont très simples et qui ressemblent à des instructions avec lesquelles les programmeurs ont l'habitude de travailler. Empaqueté en fichier .class. Alors, une fois que la compilation est terminée, vous allez avoir un fichier qui est créé, ayant le même nom que celui qui a été tout à fait au début compilé, sauf que l'extension, au lieu qu'elle soit en .java, elle sera en .class. Alors, les instructions et types. Alors, puisqu'on parle maintenant de la Java Virtual Machine comme une machine indépendante, si vous voulez, ça veut dire que cette Java Virtual Machine, elle a ses propres instructions. Et là, on va les voir beaucoup plus en détail. Alors, le type d'instruction est presque toujours représenté explicitement dans le code d'opération de l'instruction. Et ça, c'est ce qu'il faut retenir. Alors, pour ceci, nous avons un ensemble, bien sûr, de types que vous pouvez utiliser. Par exemple, le int qui est déclaré sur votre programme normal sera déclaré au niveau de votre Java Virtual Machine en i. Le long sera exploité en L, short en S, booléen en B, char en C, float en F, double en D et référence en A. Alors, l'ensemble des instructions d'accès aux variables locales, parce qu'il y a plusieurs instructions pour accéder aux variables, il y a des instructions arithmétiques et logiques, de conversion, de manipulation des objets, de manipulation de la pile,
de contrôle de l'exécution, d'invocation des méthodes, et puis les exceptions et les synchronisations. Alors tout ça, ce sont des ensembles d'instructions que la machine virtuelle, bien sûr, exploite pour pouvoir soit compiler, soit exécuter les programmes à sa disposition. Alors on va commencer par les accès aux variables. Alors, tout à fait à gauche ici, on retient le nom de la commande, mais avant la commande, il y a ici le nom du type que vous devez utiliser. Le tload, par exemple, il bien sûr transformera la variable à la pile. Le tload, c'est-à-dire une cellule de vecteur vers la pile. Tstore de la pile vers la variable. Astore de la pile vers la cellule de vecteur. Push d'une constante vers la pile. Constante, bien sûr, des constantes aussi à la pile, et ainsi de suite. Alors, ce sont l'ensemble des instructions pour accéder aux variables. Alors, ce sont ces instructions-là qui sont utilisées au niveau de la JVM. Instruction et type. Alors, le type d'instruction est presque toujours représenté explicitement dans le code d'opération de l'instruction. Alors maintenant, il faut faire une certaine différence entre le programme que vous écrivez vous-même et le programme qui va être généré au niveau du code byte, à partir de la JVM, à partir de la machine virtuelle. Alors ce programme n'est pas le même, mais si vous connaissez correctement toutes les commandes, vous allez pouvoir vous retrouver au niveau de la lecture de votre code byte. Alors là aussi, on retrouve les instructions et les types. Alors I comme int, I comme long, L pardon pour long, S pour short, B pour booléen, C pour char, F pour float, D pour double et A pour les références. Instructions arithmétiques. Alors les instructions arithmétiques sont les instructions qui contiennent tous les éléments mathématiques avec lesquels vous pouvez travailler, à savoir add pour l'addition, sub pour soustraction, mul pour la multiplication, et bien sûr, le t sera remplacé par les types qu'on vient de déclarer à l'instant. Tdiv pour la division, rem pour le reste, tshr et shl pour les shifts, et tinc pour une incrémentation. Les instructions logiques. Alors, la négation sera représentée par la commande neg. La conjonction bit à bit par le AND. La disjonction bit à bit par le OR. Et le OR exclusif bit à bit par le XOR. Alors, automatiquement, le T sera remplacé par un des types qui a été déclaré. Le TCMP, le TCMPG et le TCMPL, ce sont des opérateurs de comparaison qui allaient vous permettre de comparer entre deux classes de chiffres, de textes et ainsi de suite. La conversion. Alors, la conversion, vous avez T, 2, T. Conversion de type à type. Si par exemple vous voulez convertir d'un type integer vers un type short et ainsi de suite, vous avez la possibilité de le faire pour pouvoir bien sûr l'exploiter sur un autre programme qui n'accepte par exemple que du caractère. Alors automatiquement, il faut transformer et convertir d'un type à un autre type. Pour le faire, c'est la commande qu'il faut écrire. Alors maintenant, si vous voulez faire une conversion sans perte de précision, alors, pour passer de int à long, on ne perd pas en précision. C'est tout à fait normal. Ce sont des integers, donc on ne perd pas de précision. De I à F aussi. De I à D aussi. Rappelez-vous, les I et les D et les F, ce sont les initiales, bien sûr, des types primitifs qui sont reconnus par la JVM. Alors maintenant, si vous voulez faire, bien sûr, une conversion avec perte possible de précision, c'est lorsque vous faites une conversion entre de l'integer et une chaîne de caractères et ainsi de suite, vous risquez de perdre énormément d'informations, sinon perdre toute l'information. Manipulation des objets.
Alors, pour pouvoir manipuler les objets au niveau de la JVM, vous avez la commande new qui vous crée une instance de classe. Lorsque je dis une instance de classe, ça veut dire qu'il y a une classe qui est déjà au préalable prête. Et chaque fois que vous utilisez un objet qui dépend de la classe que vous voulez, automatiquement cet objet est ce qu'on appelle une instance de classe. X, new array, c'est pour créer un vecteur, un nouveau vecteur. Qui dit vecteur dit un tableau. Array length, c'est pour avoir la dimension du vecteur. Et ça, c'est très utile lorsque nous voulons, par exemple, savoir la longueur d'une chaîne de caractères. Get field and get static, c'est pour accéder aux attributs ainsi que le put field et le put static. Instance of et check cast. Alors ici, ce sont des commandes. Alors l'instance of, c'est un opérateur pour déterminer les types exacts des objets. Si par exemple vous ne connaissez pas le type exact des objets, donc là, c'est bien sûr le type que vous devez utiliser pour connaître le type exact de cet objet-là. Alors, la manipulation de la pile. Alors, avant de passer maintenant au POP et POP 2, sachez que depuis la version 1 de Java, la bibliothèque standard possède une classe stack dotée des méthodes familières telles que push par exemple, le pop, le pick et ainsi de suite. Alors par exemple, le push c'est pour placer un élément sur la pile. Le pop, c'est pour récupérer l'élément situé au-dessus de la pile. Vous avez le dup et le dup 2. Vous avez le dup x1, le dup 2 x1, et ainsi de suite. Alors tout ça, ce sont des commandes qui nous servent bien sûr à pouvoir manipuler la pile que vous avez. Alors, les contrôles exécution. Vous avez les sauts conditionnels. Alors, ce sont les conditions que vous utilisez au niveau d'un langage de programmation, le if. Mais vous avez plusieurs if que vous pouvez utiliser. Et là, ce sont les commandes qui allaient être utilisées au niveau de votre JVM. Vous avez le if EQ, le if LT, le if LE, le if NE, et ainsi de suite. Et tout ça, on va les voir beaucoup plus loin et beaucoup plus en détail. Les sauts conditionnels composés. Là aussi, vous avez les table switch, les lookup switch. Les sauts non conditionnels, vous avez les goto W, JSR, JSRW, ret et ainsi de suite. Ces commandes, je vous demanderai jamais de les retenir par cœur parce que ce sont des commandes qui sont utilisées par la JVM pour former votre bytecode. Alors, les pointeurs de méthode, invocation. Alors, à première vue, Java ne possède pas de pointeur de méthode. Alors, permettant de fournir l'adresse d'une méthode à une autre afin que la seconde puisse retrouver la première. Alors, les concepteurs Java, ils ont conçu ce qu'on appelle des pointeurs de méthode. Alors, ces pointeurs de méthode, quoi qu'ils sont très dangereux, mais ils les ont évités et ils ont remplacé ça par ce qu'on appelle des interfaces qui construisent une meilleure solution pour pouvoir pointer une méthode bien précise. Alors, la classe méthode nous permet bien sûr d'avoir des commandes qui nous permettent bien sûr de faire des opérations sur les pointeurs. Alors, vous avez invoke virtuel, invoke interface, invoke spécial, invoke statique, et bien sûr, la restitution de résultats avec tReturn. Alors maintenant, la classe méthode dispose d'une méthode qu'on vient de voir, la méthode invoke, qui permet d'appeler la méthode appelée dans, bien sûr, l'objet méthode. Alors maintenant, on va saisir un petit programme pour vous montrer un petit peu comment on va saisir cette classe-là. Alors, pour ceci, on écrit object invoke, on ouvre la parenthèse, on écrit l'object, et puis espace, obj, virgule, object, et on ouvre des crochets avec espace, et voilà. Alors, tout ce qui est object ici et là, c'est ce qu'on appelle les paramètres implicites. Ce qu'on appelle les paramètres
implicite. Alors, vous avez ici un tableau, c'est ce qu'on appelle un tableau d'objets. Un tableau d'objets qui fournit les paramètres explicites. Qui fournit les paramètres explicites. Alors, dans la plupart des applications pratiques à la base de multithread, on va essayer d'utiliser un petit peu cette méthode-là qui nous permet de faire énormément de choses correctes pour notre programme. Alors, les exceptions. Alors là, je vais ouvrir une parenthèse parce que c'est très intéressant et c'est très important. Au niveau de Java, nous avons des méthodes d'exception qui sont très importantes dans la mesure où ils nous permettent, dans le cas où vous avez un problème, par exemple une division par 0, au lieu d'avoir une erreur, vous faites des exceptions pour pouvoir bien sûr ne pas faire planter la machine. Alors ainsi, maintenant les concepteurs du système Java, ils ont pu retenir le maximum d'erreurs qui sont possibles, je ne dis pas toutes les erreurs, mais le maximum d'erreurs, et avec ça, on utilise ce qu'on appelle des exceptions pour que chaque fois qu'il y ait une erreur, on puisse ressortir du programme sans faire planter la machine. Parce que maintenant, une fois le programme planté, si vous ne faites pas de sauvegarde, le programme il n'est pas sauvegardé, donc vous ne le retrouvez plus, vous devez redémarrer toute la machine. Alors pour éviter ces désagréments-là, donc il y a des exceptions avec lesquelles on va travailler et on va les voir un petit peu plus loin. Alors, une exception est lancée même par d'autres instructions quand une anomalie se vérifie. Par exemple, une division par 0. La synchronisation. Alors, la machine virtuelle Java supporte la synchronisation au moyen du terme monitor. Alors, la synchronisation, lorsque vous avez besoin d'utiliser ou de travailler en multithread, c'est-à-dire vous allez travailler en multitâche. Alors, pour pouvoir, bien sûr, avoir accès à une classe bien précise, il faut absolument que vous ayez une certaine synchronisation pour que vous n'ayez pas à planter votre machine là. Alors, vous avez des méthodes qui allaient vous permettre, bien sûr, de synchroniser tous les mouvements des threads pour travailler correctement. Alors, moniteur, enter, c'est le début de la seconde point critique qui bloque. Moniteur, exit, c'est la fin de seconde point critique et qui débloque. Alors, format des fichiers .class. Alors, les fichiers .class, c'est le bytecode qui a été préparé lorsque vous êtes amené à compiler un programme. Lorsque vous compilez votre programme, vous avez du bytecode. Ce bytecode est sous format fichier .class. Alors, on va voir maintenant les spécificités. Et regardez. Alors, ça, c'est le format du fichier .class. Vous avez tout à fait en haut, et on va le voir tout de suite, un code. C'est ce qu'on appelle un nombre magique. Ce code-là, c'est ce qui permet de retrouver, bien sûr, toutes les composantes du programme que vous avez. Alors, vous pouvez trouver des attributs avec les déclarations des attributs, trouver des méthodes avec la déclaration des méthodes, les champs avec les déclarations des champs, les interfaces avec la déclaration des interfaces, et ainsi de suite. Mais toujours est-il, vous avez la forme ici exacte du fichier .class, c'est du bytecode qui va être généré une fois que le programme a été compilé. Alors, maintenant, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez toujours voir des livres qui sont très intéressants. Le Tim Lindholm, ainsi que le Frank Yelin, de Java Virtual Machine, ainsi qu'Addison Wesley 1999, que vous retrouverez sur le lien suivant, http://java.sun.com/docs/books/vmspec/. Alors maintenant, si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez toujours vous connecter au site de Netuno en cliquant sur le lien MedNetu.